Take another walk out of your fake world. Please put all the drugs out of your head. You see that you can breathe without no backup. So much that you got to understand. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lily, no, there's still a place for people like us. The same blood runs in every head. You see, it's not the wings. Avec cette vidéo, nous revenons sur l'allocution de Simone Veil. Lors des cérémonies commémorant le 60e anniversaire de l'ouverture du camp d'Auschwitz-Birkenau, les anciens déportés et 44 chefs d'État ont honoré la mémoire de ce lieu qui est devenu le symbole de la Shoah. Cette cérémonie a permis de rendre hommage à toutes les victimes mortes dans ce camp. Simone Veil est alors présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et une ancienne ministre française, ministre de la Santé. Elle s'exprime à travers cette allocution au nom de toutes les victimes juives. Dans une atmosphère empreinte d'une vive émotion, les témoignages des anciens déportés honorent la mémoire de leurs camarades disparus en ces lieux. On se souvient surtout dans le discours de Simone Veil de la fameuse expression « le plus jamais ça », qui malheureusement n'a pas été suivie des effets escomptés. Plus d'1 million de personnes, pour la plupart juives, ont été exterminées dans ce camp, qui est le plus vaste système concentrationnaire construit par les nazis. Le camp, devenu symbole de la Shoah, l'extermination des Juifs, est aussi le lieu privilégié de la mémoire du génocide, pour que l'on n'oublie pas. Ce camp de concentration est né en avril 1940, lorsque Heinrich Himmler décide d'installer un camp de quarantaine pour les Polonais, dans cette petite ville de Haute-Silésie, située près d'un carrefour ferroviaire. Le camp croît, grandit très rapidement. Tout d'abord avec Auschwitz I, qui est le camp d'origine, qui comptait à peu près 20 000 détenus, qui est un camp de concentration avec une chambre à gaz qui fonctionne dans les sous-sols, et puis, bien sûr, le bâtiment du four crématoire. Vient ensuite Auschwitz II, en octobre 1942, à 3 km du premier camp. Il s'étend sur 175 hectares et comprend désormais une section réservée aux hommes, aux femmes, aux tziganes. Des chambres à gaz fonctionnant au Zyklon B sont encore construites, dans le bunker 1, puis dans le bunker 2. Enfin, Auschwitz III, appelé Bouna ou Monowitz, créé en 1941 à 14 km de Birkenau, fournit, ce camp-là, des travailleurs à l'usine des caoutchoucs synthétiques de Buna. 405 000 prisonniers y sont enregistrés. Le complexe d'Auschwitz-Birkenau regroupe, à son moment le plus fort, jusqu'à 100 000 prisonniers. C'est à la fois un camp de travail, un camp de concentration et un camp d'extermination. Ce camp joue un rôle fondamental dans l'organisation de la solution finale en Europe. C'est à partir de l'été 1942 que les trains arrivent chaque jour, en provenance de toutes les villes d'Europe. L'été 1944 est marqué par la déportation massive de 440 000 juifs hongrois. Comme l'explique Simone Veil dans son discours, à l'arrivée, les déportés étaient sélectionnés sur une rampe, la Judenrampe, la rampe des Juifs. Ceux qui étaient jugés inaptes au travail étaient tout de suite envoyés dans la chambre à gaz. Parmi les 76 000 Juifs français déportés à Auschwitz, seuls 2 500 ont survécu. Au total, environ 1 million de Juifs sont exterminés.
Auschwitz est le plus grand cimetière du monde. Il devient aussi le symbole de l'extermination des Juifs en Europe. Ce camp est l'incarnation de la barbarie nazie. Il est devenu, désormais, le lieu privilégié de la transmission de la mémoire de la Shoah. Le grand format de ce soir nous emmène à plusieurs centaines de kilomètres de la Moselle, à Auschwitz, le plus grand camp de concentration et d'extermination de la Deuxième Guerre mondiale. Plus d'1 million de personnes sont mortes ici, dans ces camps. 250 jeunes du Grand Est de la France, dont des lycéens de Schumann à Metz, ont passé une journée ici à Auschwitz. Et croyez-moi, ils ne sont pas prêts d'oublier ce déplacement. On voit ça avec les images de Sébastien Roch. 1h30 d'avion, puis 50 minutes de bus. Et voici nos lycéens messins transportés au cœur de l'univers concentrationnaire nazi, plongés dans l'horreur du monde des SS. Le pire, c'était l'humiliation, que ça commençait le premier jour et ça ne s'arrêtait jamais. Parce que les cadavres des personnes assassinées ici n'étaient jamais respectés. Servaient par exemple pour apporter des bénéfices au Troisième Reich. Oui, on les transformait par exemple en engrais. À Auschwitz, ses 3 camps principaux et ses nombreuses annexes. L'extermination des Juifs de juin 1942 à janvier 1945. Plus d'1 100 000 morts. Chloé et Williams, 17 ans tous les deux, élèves de terminale, font partie d'une classe européenne du lycée Robert Schumann de Metz. En cours avec leurs professeurs, ils ont travaillé sur cette sombre page de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais bien sûr, visiter les camps de la mort, c'est tout de même très différent. Je suis un peu émue, bien évidemment, parce qu'on ne s'en rend pas compte, en fait, à travers les livres, les images, jusqu'où, en fait, on a pu être aussi fou. Je suis aussi touchée, assez émue. Les fours à crématoire, ils ont été détruits, mais quand on voit, en fait, l'étendue, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été assassinées, en fait. On voit vraiment les choses, comment elles se sont passées. On voit les bâtiments, on voit les lits, on voit comment ça a été, tout a été mis en place. Surtout quand on se dit il y a des personnes qui avaient le même âge que nous. Moi je sais pas comment j'aurais réagi, est-ce que j'aurais résisté. Il fait très froid, on est tous là avec nos grosses doudounes et nos gants, mais eux ils avaient un simple pyjama. Ça a dû être vraiment dur en fait de survivre à tout ça. Et alors par rapport au contexte aujourd'hui des crises des migrants, du problème syrien, de ce qu'on a... C'est un peu la même chose mais pas dans les mêmes mesures. Ça reste un peu la même situation parce qu'on rejette les autres alors qu'au final on est tous pareils. La visite de ces camps de la mort a le grand mérite d'ouvrir des débats entre lycéens et leurs professeurs et surtout d'empêcher l'oubli. Parce que le devoir de mémoire, parce que ce qui s'est passé ici, parce que ce dont est capable l'homme et dont a été capable de l'homme, on ne doit surtout pas l'oublier. L'idée, c'est de travailler sur la dimension européenne et notamment la dimension européenne en fait de la Shoah, qui parfois nos élèves ne sont pas forcément au courant de cette dimension européenne. Un voyage d'études à Auschwitz, financé à hauteur de 80 000 € par la nouvelle région Grand Est dans le cadre de sa politique mémorielle. Finalement, quand on vient ici, qu'on appréhende les lieux, je crois qu'il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots et vous avez bien vu l'émotion qui se dégage. Je crois que c'est tout simplement essentiel de transmettre aux nouvelles générations, de transmettre ce devoir de mémoire. Après quelques heures passées à Auschwitz, Chloé, Williams et les autres ont repris aujourd'hui leur vie habituelle de lycéens. Mais forcément, ils repenseront un jour ou l'autre à ce qu'ils ont appris sur ces camps de la mort. Nous allons nous attarder sur le destin d'une jeune fille de 14 ans, une jeune Polonaise, décédée à Auschwitz en 1943, morte, assassinée dans ce camp, comme des milliers d'enfants pendant l'occupation.
świadomości robiłem te zdjęcia i wiedziałem, że one za parę dni zostaną, proszę pani, wygazowane, uśmiercone. Także to była tego rodzaju praca. Czasem parę słów powiedziałem, że tutaj, prawda, nic się wam nie stanie, uspokajałem. Jak robiłem zdjęcia na przykład dziewczętom, no, ubranych normalnie, tak do zdjęć, proszę pani, to ja czasem w tle tam za tymi dziewczętami widziałem te dzieci żydowskie. Nous allons à présent nous intéresser à Primo Levi, cet auteur italien du célèbre roman Si c'est un homme, qui est à la fois une œuvre littéraire, mais qui est surtout un témoignage sur la déportation. Publié en 1947, cet ouvrage est un témoignage incontournable pour comprendre l'univers du camp de concentration d'Auschwitz, la lutte quotidienne des déportés, leur déshumanisation au sein du camp. Primo Levi est un jeune chimiste originaire de Turin. Il a 24 ans. Il se réfugie dans le Val d'Aoste. En 1943, il s'engage dans la résistance et devient antifasciste. Malheureusement, en décembre 1943, il est arrêté par la milice italienne. Il est interné dans un camp et puis rapidement déporté en février 1944 dans le camp d'Auschwitz. Ce que nous découvrons à la lecture de Si c'est un homme, c'est notamment une série de circonstances favorables qui vont lui permettre de survivre et de sortir vivant de ce camp. À son arrivée, ses qualités de chimiste le conduisent à intégrer le camp d'Auschwitz III, Monowitz. Il travaille dans l'usine de caoutchouc de Buna. Comme les autres, il doit résister aux cadences de travail, à la faim, au froid, aux punitions arbitraires. La solidarité d'un autre déporté italien lui permet de bénéficier d'une ration journalière supplémentaire. Un peu de pain, un peu de soupe, de l'eau. La survie de Primo Levi tient également aux circonstances favorables qui lui ont permis d'échapper aux marches de la mort qui ont été imposées à 60 000 déportés. Évacués vers d'autres camps à pied, puis en convoi, dans des conditions climatiques extrêmement rigoureuses, nous sommes en Pologne, plus d'un tiers succomba. Primo Levi est atteint de la scarlatine. Il est à l'infirmerie. Il est jugé intransportable. Il restera à l'intérieur du camp jusqu'à sa libération par les soviétiques le 27 janvier 1945. Primo Levi fait partie des 88 Italiens survivants sur les 7500 Italiens qui ont été déportés à Auschwitz. Mais cela n'est pas fini. Commence alors pour lui un long périple pour rejoindre son pays natal, l'Italie et Turin, qu'il ne reverra que 10 mois plus tard. En 1963, dans La Trêve, il raconte les conditions de ce retour. Après la guerre, Primo Levi est un écrivain reconnu, qui publie son témoignage, Si c'est un homme, qui s'illustre aussi dans d'autres genres littéraires. Il poursuit parallèlement sa carrière de chimiste. Mais il faut croire qu'on ne survit pas au camp. Surmontant très difficilement sa culpabilité d'être un survivant, il continue à témoigner encore sur les horreurs qu'il a vécues. Et puis, le 11 avril 1987, il se suicide.
Si c'est un homme montre que l'écriture peut être vécue comme un exutoire. C'est une nécessité pour Primo Levi de raconter ce qu'il a vu, de faire de cette écriture un testament. Primo Levi, dès son retour des camps, a voulu raconter l'horreur, mais il a aussi commencé à écrire durant sa captivité. C'est en ce sens que l'écriture de Si c'est un homme peut faire penser aux journaux intimes écrits par d'autres à la même période. On pense tout particulièrement à Anne Frank, cette jeune fille, cette jeune adolescente allemande qui est mondialement connue pour avoir écrit et tenu un journal intime pendant presque 2 ans alors qu'elle était enfermée, cachée, pour échapper à l'occupation allemande. L'écriture se fait aussi clandestinement et devient, pour Primo Levi, un véritable acte de résistance. Il écrit ainsi : « Le besoin de raconter était en nous si pressant que ce livre, j'avais commencé à l'écrire là-bas, dans ce laboratoire allemand, au milieu du gel, de la guerre et des regards indiscrets. Et tout en sachant bien que je ne pourrais pas conserver ces notes griffonnées à la dérobée, qu'il me faudrait les jeter aussitôt car elles m'auraient coûté la vie si on les avait trouvées sur moi. Mais j'ai écrit ce livre dès que je suis revenue, et en l'espace de quelques mois, tant j'étais travaillée par ces souvenirs. » Primo Levi poursuit ainsi. « C'est vrai que j'avais un cahier, mais ces notes ne faisaient pas plus de 20 lignes. J'avais trop peur. Il était extrêmement dangereux d'écrire. Il ne s'agissait pas de notes, c'était plutôt le désir de prendre des notes. Comme j'avais en main le matériel nécessaire, le crayon, le papier, le désir, la volonté de transmettre à ma mère, à ma sœur, à mes proches. Cette expérience inhumaine que je vivais là. Mais il n'y a pas eu de notes. » Sorti du camp, Primo Levi reçoit le besoin impérieux d'écrire, d'extérioriser, de raconter. C'est une thérapie. Il dit ainsi : « J'ai eu l'impression que l'acte d'écrire équivalait pour moi à m'étendre sur le divan de Freud. » Freud est un très célèbre psychanalyste. Ce n'est que dans un deuxième temps que Primo Levi a ressenti le besoin d'écrire pour laisser un témoignage, pour transmettre. Il devient le témoin mémorialiste, c'est-à-dire celui qui est en position de réfléchir sur l'événement qu'il a vécu, d'en chercher les causes et d'en signaler les effets. Il peut l'analyser, faire appel à d'autres sources de vérification historique, le placer en perspective par rapport à d'autres événements similaires. Enfin, nous allons nous intéresser à ce que Primo Levi appelle la zone grise, qui est une notion à la fois complexe et ambivalente. En fait, Primo Levi s'est interrogé sur la nature de la domination totalitaire et a cherché à y comprendre la part de complicité et la part de responsabilité de chacun. Somebody who told about concentration gas chambers was obliged to keep silent. It was indecent. Hunger was a thing of every hour, of every minute. Every bit of strength remaining in you is intended to get, in every possible way, something to eat, something more to eat. Everybody had to fight his battle alone, not only against the camp, but against the comrades themselves. And it was extremely demoralizing. To be compelled to watch your bit of bread from it being stolen away from your neighbor in the bunk. This was terrible. This was the most unexpected shock we received entering the concentration camp. More or less consciously, we hoped in finding at least solidarity among comrade prisoners, but it was not so.
everybody was the enemy of the other. It was extremely rare to be able to have a friendship. I did so. My need for human contact was so strong that I succeeded in having some friends in concentration camp. And this was no doubt a factor of survival for me. But generally it was not so. One of the reasons of solidarity missing was the general incomprehension. Many inmates, Jews speaking Yiddish, Polish, or Hungarian, or French, or Dutch, it was an ocean of incomprehension. At the beginning of January 45, I had scarlet fever, in fact, and I was obliged to go to the surgery. 2 days after that, the Germans cleared the camp. That is, they obliged everybody being able to walk to go away. It was a terrible journey. I learned about that much later. 1/2 of walking people were killed. They died from starvation, or they were killed by the SS because they couldn't walk any longer. We sick people, salvation was provoked by a bombardment. The first night, many barracks went into fire. Perhaps the Germans thought the camp was completely destroyed and they went away. So we remained 10 days between the departure of the Germans and the arrival of the Russians, alone, without anything to eat, naturally, with our maladies, but we were not killed. Take another walk out of your fake world. Please put all the drugs out of your head. You see that you can breathe without no backup. So much that you got to understand. For every step in any walk, any town of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lily, no, there's still a place for people like us. The same blood runs in every head. You see, it's not the wings that make the angel, just have